Alors bonjour tout le monde, je vous fais ici une courte capsule sur le chapitre 4, le sujet étant les gaz. Là. Je fais une courte capsule parce que c'est un chapitre que d'habitude en classe on passe assez rapidement. La raison est que je veux vraiment juste chercher ce qui est essentiel au bon continu, à la bonne continuité du cours, au bon fonctionnement. Là, donc c'est ce que je vais prendre dans ce chapitre-là. Je veux vraiment y aller à l'essentiel, donc c'est pour ça que je veux vous donner quelques lignes directrices là, pour diriger vos travaux, diriger votre étude. Les exercices sont sélectionnés en fonction de ce minimum fonctionnel-là. Donc, voici là une courte présentation de ce qu'on doit retenir de ce chapitre-là. Premièrement, quand on parle du chapitre sur les gaz, la partie, je crois, la plus importante, c'est la fameuse équation des gaz parfaits. Donc, c'est une équation qui est vue en long et en large au secondaire, là, mais des fois, il y en a qui c'est vu moins longtemps que d'autres. Donc, c'est pour faire un rappel, là, mais c'est vraiment l'équation, la fameuse PV est égal à NRT, qui regroupe là, les variables là, qui influencent le comportement des gaz. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette équation-là? Pourquoi on en parle? C'est que quand on y pense, c'est assez rare dans le domaine des sciences, la chimie incluse, là, mais dans le domaine des sciences, où est-ce qu'on peut appliquer une seule équation à une très, très, très grande variété de phénomènes et dans ce cas-ci, de gaz en termes de formules chimiques. L'idée, c'est que bien souvent, quand on change de composé chimique, on change de comportement, on change d'atomes, et ainsi de suite. Mais pour ce qui est des gaz, le comportement est dicté par une seule équation qui est assez universelle. Donc, c'est une équation qui est, comme je disais, là, a sa rareté parce que c'est rare justement qu'on peut prendre une seule équation et l'appliquer à une grande, grande panoplie de systèmes. Ici, c'est les systèmes qui sont en phase gazeuse. Donc à ce moment-là, ça veut dire que n'importe quel gaz là, dans un intervalle de température et de pression qui sont raisonnables, là, c'est pas, on parle pas de température extrême ou de pression extrême, bien dans ces domaines-là, le comportement des gaz va être sujet à la même équation, donc autrement dit, c'est le même comportement, peu importe la nature du gaz en tant que tel. Donc, c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'on peut ramasser beaucoup, beaucoup de systèmes à l'intérieur de la même équation. Donc, juste faire attention dans cette équation-là. Quand vous regardez le PV est égal à NRT, bien, en fait, le R, c'est quoi? C'est la constante molaire des gaz, là. C'est justement, c'est le fait que cette constante-là montre que le comportement est égal, là. C'est pour des données de pression, de volume, de nombre de moles et de température pour une substance gazeuse, bien, cette division-là est toujours égale au même chiffre. Donc, c'est ça qu'on vous dit, là, que on appelle ça les gaz parfaits, parce que ça a toujours le même comportement. Cette équation-là, en fait, elle fonctionne avec la constante qui est de 8,314 qu'on voit ici. Ça fonctionne avec des unités qui sont de pression en kilopascal. Le volume doit être en litres. La quantité doit être en mol. Et la température, il faut faire attention, doit être en degrés Kelvin. Donc, il faut prendre les degrés Celsius et les convertir, là, faire plus 273,15, 273, pour arriver à avoir les bons chiffres à l'intérieur de ceci. Et lorsqu'on met ces conditions-là, la constante des gaz parfaits, je disais 8,314 tout à l'heure, ça donne quelque chose d'assez gros comme ça, mais bien souvent, on va l'arrondir à 8,31 ou à 8,314. Il n'y a pas de problème à même prendre 8,31, en autant que vous utilisez là, un chiffre qui ressemble à celui-ci, ça va être correct, ça fonctionne bien dans les exercices. Donc, c'est une constante que vous allez utiliser plusieurs fois, puis cette équation-là permet d'isoler la température si on a toutes les autres données, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est la première utilité, c'est le comportement des gaz qui est toujours constant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équation-là? C'est qu'on peut aller chercher d'autres informations. Par exemple, la masse molaire d'une substance gazeuse. C'est là qu'on va jouer avec deux équations qui, ici, je dis qu'elle est connue, là, peut-être qu'il y en a ici qui la découvrent, là, mais N est égal à PV sur RT, c'est un réarrangement de la loi des gaz parfaits. Et il y a une autre petite équation qui concerne la masse molaire de n'importe quelle substance, qui est sa masse divisée par son nombre de moles. Donc, à ce moment-là, si on réarrange le tout, le N qui est ici, je peux le mettre égal à petit m sur grand M. Et cette expression-là est toujours égale à PV sur RT, ce qui me permet, dans ce système-là,
d'isoler le grand M et d'arriver à une expression pour la masse molaire d'une substance gazeuse. J'insiste sur substance gazeuse parce que ça fonctionne pas pour les liquides et les solides, là. Donc, c'est une substance gazeuse que vous pouvez identifier en termes de masse molaire avec ce réarrangement et combinaison d'équations que vous avez ici. C'est pas à apprendre par cœur, de toute façon, vous avez droit à vos notes de cours, là, mais c'est comme ça qu'on est arrivé à ceci. Puis ce que ça démontre, en fait, là, c'est, bon, comme je dis, c'est expérimental pour déterminer la masse molaire d'un inconnu gazeux. Et aussi, ben, ce qu'on voit que la masse molaire est, par exemple, directement proportionnelle à la température ou inversement proportionnelle au volume. Donc, on voit des choses comme ça, là, avec cette équation-là. Je fais un saut aussi, la prochaine diapo, on parle plutôt de masse volumique d'une substance gazeuse, mais encore une fois, en partant de une équation qui est dérivée là, de la diapo précédente. Vous allez avoir ici PV est égal à NRT, mais qui est écrit PV est égal où le N est remplacé par petit m sur grand M, ici. Et ça nous permet de réarranger, bon, de plusieurs façons. Puis ce qu'on veut faire à un moment donné dans cette équation-là, c'est qu'on veut isoler les variables M, petit m qui est la masse, et je vais prendre le volume qui est ici, et je vais l'envoyer en dessous, là, fait que je vais isoler le terme M sur V, comme ceci. Et M sur V, c'est quoi? C'est la définition d'une masse volumique, qu'on représente souvent par le symbole ρ, donc c'est un ρ minuscule, là, qui est ici, et ça nous permet d'avoir une expression pour la masse volumique d'une substance gazeuse. Et ici, on voit là, que la masse volumique est directement proportionnelle à la masse molaire, mais inversement proportionnelle à la température, puisque quand on chauffe un gaz, il va prendre de l'expansion, donc son volume va augmenter. Donc à ce moment-là, vous allez avoir ici un autre réarrangement de la loi des gaz parfaits pour aller chercher un autre type d'information. Ça vous sera utile pour faire quelques exercices, là, mais il n'y en a pas énormément sur ce sujet. C'est juste pour vous montrer l'utilité des gaz parfaits. Il y a une autre section. Celle-ci est intéressante parce que ça fait un lien direct avec le chapitre 3. Les gaz, comme n'importe quelle substance chimique, sont soumis aux règles de la stéchiométrie. Donc justement, on va utiliser les mêmes règles qu'avec les solides et les liquides, c'est-à-dire que on écrit une équation chimique balancée, on va faire des calculs de proportion, hein, on va utiliser des quantités en mol, donc on va pouvoir faire la stéchiométrie en phase gazeuse aussi. Fait que ça n'a pas d'importance sur papier, là, dans le sens qu'on fait la réaction chimique telle qu'elle. Il y a une particularité, c'est qu'avec les gaz, on peut aussi faire les calculs de proportion avec les quantités, mais en pression, en unité de pression, entre autres les kilopascals, là, c'est celle qu'on prend le plus souvent. Pourquoi on peut utiliser les kilopascals pour faire les calculs de proportion en stéchiométrie? C'est que, encore une fois, si je repars de la loi des gaz parfaits, où est-ce que j'isole la valeur N, parce que je veux vous montrer que le nombre de moles, il y a un lien avec tout ceci, bien, si on prend ici l'équation et qu'on isole la partie V sur RT, okay? Si vous focussez là-dessus un petit peu, ce que je veux vous dire, c'est que dans une réaction chimique, tous les gaz qui sont là vont premièrement être soumis au même volume, parce qu'ils sont dans le même contenant. Okay? Donc, le volume va rester constant, en autant que le contenant soit solide, là, mais le volume va rester constant pour tous les gaz dans la réaction. R, c'est une constante, donc c'est sûr que ça reste pareil. Et T, elle va toujours être la même pour tous les gaz qui sont dans la réaction également. Je vous dirais que même si la température varie, elle va varier en même temps pour tous les gaz, ce qui fait que T est toujours égal pour n'importe quel gaz qui est dans la réaction. Donc ça veut dire que le terme V sur RT qui est ici, on peut le remplacer par une constante. N'importe quoi, là, en fait, là, ça va être un chiffre, là, mais ça va être un chiffre qui est constant. Donc, on arrive à la conclusion que le nombre de moles est égal à la pression fois une constante. Et dans cette situation-là, ce qu'on dit en science, c'est qu'on va dire que le nombre de moles est directement proportionnel à P. Ça, ce que ça veut dire, c'est que N et P varient selon les mêmes proportions. Puis là, j'insiste, là, je n'ai vraiment pas dit que N est égal à P. Ça, c'est pas vrai. Okay? Mais ce que je dis, c'est que N va varier dans les mêmes proportions que P. Ce qui fait que, puisque la stéchiométrie est un calcul de proportion, bien, on va pouvoir dire que P varie en même proportion que N, c'est-à-dire qu'on peut faire des calculs de proportion avec des pressions à cause de la petite démonstration
qui est ici. Okay? Donc, c'est comme je vous dis, donc autrement dit, dans votre tableau IRF, si vous avez toutes les informations nécessaires pour ça, pour les parties gazeuses, là, bien, vous allez pouvoir utiliser les pressions en kilopascal pour faire des réactions. C'est pas obligé de le faire, mais des fois, c'est bien utile parce que c'est juste plus rapide, parce qu'on a les informations de pression directement dans le problème, mettons, là, puis qu'on est capable de partir directement avec ça. Donc, c'est une façon de faire la stéchiométrie avec les gaz là, à cause de cette proportionnalité entre N et P. Donc, ça, c'est la particularité des gaz en stéchiométrie. On peut utiliser les kilopascals et pas juste les nombres de mol. Donc, ça, c'est ce qui était pour la stéchiométrie. Et pour terminer, il y a un petit bout sur la loi des pressions partielles de Dalton. Bon, qu'est-ce que ça dit, ceci? Je vais vous montrer un peu la loi des pressions partielles, mais je vais surtout vous montrer qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin. Donc, c'est quoi la pression partielle? C'est que dans un mélange gazeux, ce que ça dit, en fait, c'est que s'il y a plusieurs gaz dans un même contenant, bien la pression totale dans le contenant va être égale à la somme des pressions partielles de chacun des gaz dans le mélange. Donc, je suis allé rapidement ici, là, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, si on prend la pression totale dans un mélange, bien, il va y avoir la somme des pressions partielles de chacun des gaz qui forment ce mélange-là. Une façon peut-être de visualiser ceci, c'est ce que je dis souvent en classe, c'est que je demande aux étudiants, c'est quoi la proportion de l'oxygène dans l'air? Puis souvent, c'est quelque chose qui a été appris, là, puis on me répond assez rapidement. Ben, il y a 21% d'oxygène dans l'air. Je dis d'accord, c'est vrai. Donc là, je leur demande ensuite, c'est 21% de quoi? Puis là, ben, ça arrête un peu, puis ça réfléchit. Puis il y a toujours quelqu'un qui se lance, puis la réponse que j'ai dans 95% des cas, c'est ben c'est 21% du volume. Parce qu'il y a juste 21% du volume de l'air qui est de l'oxygène. Alors, je regarde l'étudiant, puis je lui dis, alors, ça veut dire qu'il faut être chanceux, puis se retrouver dans le 21% où est-ce qu'il y a de l'oxygène. Parce que si on n'est pas dedans, ça veut dire qu'on meurt, parce qu'on peut pas respirer. Donc, à ce moment-là, ça les rend perplexes. Puis, en effet, je dis, c'est pas comme ça qu'il faut visualiser un mélange gazeux. Les gaz dans un mélange vont toujours occuper 100% de l'espace. C'est la pression qui est fractionnée, et ce n'est pas le volume. Donc, de l'oxygène dans une pièce, il y en a partout. C'est juste qu'elle va occuper 21% de la pression totale, et non pas 21% du volume dans votre chambre, par exemple, ou dans votre cuisine. Donc, il y a de l'oxygène partout dans votre maison, mais elle occupe, la molécule d'oxygène va occuper 21% de la pression totale. Donc, quand on prend de l'air, qui est, mettons, à 100 kPa, bien, il va avoir 21 kPa d'oxygène, puis 78 kPa d'azote, puis quelques pourcentages là, d'autres gaz par après. Majoritairement, c'est azote et oxygène. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment les visualiser en termes de pression. Puis après ça, on peut faire un lien entre ces pressions-là et le nombre de moles qui va être associé. C'est ce qui s'appelle la loi des pressions partielles de Dalton. Ici, je vous montre comment on peut jouer avec quelques équations. En fait, si je prends la pression d'un gaz dans un mélange divisé par la pression totale, j'arrive à faire une isolation où est-ce que je vais avoir pression partielle d'un gaz dans la pression totale est en fait égale à ici le nombre de moles de ce gaz-là divisé par le nombre de moles total du mélange gazeux. Cette expression-là, c'est écrit ici, là, ça s'appelle la fraction molaire et le symbole qui est ici se prononce qui. Donc, c'est un qui, si on dit fraction molaire, là, oui, on va dire c'est un X, là, mais habituellement, on va dire c'est qui, cette lettre-là. Et on arrive à la conclusion que, par exemple, pour mon exemple de l'oxygène, bien, si l'oxygène occupe 21 kPa sur 100 kPa, ça va vouloir dire aussi que l'oxygène va occuper 21% du nombre de moles de particules de gazeuses dans l'air. Toutes particules confondues. Donc, le pourcentage d'un gaz dans l'air, c'est un pourcentage en pression. Et c'est un pourcentage en mol. Et c'est surtout pas un pourcentage en volume. Okay? Donc, quand vous allez utiliser la loi des gaz parfaits, puis qu'on vous demande, par exemple, de calculer la pression ou calculer le nombre de moles d'oxygène qu'il y a dans le mélange, bien, la pression que vous devez prendre, c'est la pression partielle
de l'oxygène parce que c'est la pression qui est associée à ce composé-là. Donc, c'est ce qu'on fait là avec ceci. Puis, je crois que sur la prochaine diapo, bien, justement, là, je ramène cette équation-là. Donc, c'est vraiment là quelque chose qui va peut-être vous être plus utile dans les exercices parce que quand on parle de pourcentage d'un gaz dans un mélange, on parle d'un pourcentage en termes de pression ou un pourcentage en termes de mol. Puis je répète, c'est surtout pas un pourcentage en termes de volume. Parce que au niveau conceptuel, ça fonctionne pas, comme je vous disais tantôt. Si on avait juste 21% de votre maison qui a de l'oxygène dedans, ben il y aurait des pièces où est-ce que le monde pourrait pas survivre. Hein? Donc à ce moment-là, il y a de l'oxygène partout, mais ça occupe 21% de la pression. Donc voici l'utilité de la partie utile, je vous dirais, de la loi des pressions partielles de Dalton qui va être utilisée dans ce cours-là. Ça fait le tour de ce qui est essentiel pour ce chapitre, donc on se reparle un petit peu plus tard.